si vous m'aviez vu il y a 6 mois, debout au milieu de cette salle de bal, avec 200 personnes me regardant, vous auriez pensé que j'étais la femme la plus pathétique du monde. Et peut-être aviez-vous raison. J'étais là, Elena Mendoza, 67 ans, dans ma robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour cette nuit, tenant les clés d'une Mercedes-Benz G-Wagon noire d'une valeur de 300 000 $, tandis que ma belle-fille levait sa coupe de champagne français. Un toast, cria Valérie, avec cette voix qu'elle avait perfectionnée lors de ses cours de théâtre frustrés, à la mère insensée qui essaie d'acheter l'amour comme si c'était du pain rassis. La salle de bal impériale du Beverly Wilshire Hotel éclata de rire, des rires nerveux pour certains, des gloussements cruels pour d'autres. Mon fils Daniel baissa les yeux, serra les poings, mais ne dit rien. Il ne disait jamais rien quand elle parlait. Savez-vous ce que l'on ressent quand 200 pères Dieu vous transpercent de pitié? C'est comme si on vous écorchait lentement. Le quatuor à cordes que j'avais engagé cessa de jouer. Les fleurs hollandaises qui décoraient la table semblaient se flétrir de mon humiliation. Même le nœud rouge géant que j'avais mis sur le camion semblait se moquer de moi. Mais j'ai juste souri, un petit sourire, presque imperceptible. J'ai enlevé les talons que j'avais portés pour paraître plus grande, les ai laissés là, sur l'estrade en marbre italien, et je suis sorti pieds nus vers la sortie, ma robe bleu marine balayant le sol. Je n'ai pas dit un mot, pas un seul. Valérie continuait de rire, de trinquer, de célébrer sa victoire. Mon fils continuait de fixer le sol, les invités chuchotaient. Mais aucun d'entre eux, absolument aucun, n'imaginait ce que j'avais commencé à planifier à cet instant précis. Vous voyez, quand on a construit un empire à partir de rien, quand on a survécu à la mort d'un mari, quand on a élevé un fils seul tout en ayant besoin de pâtes à 3 heures du matin pour payer le loyer, on apprend que le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est l'arme la plus puissante qui soit. Cette nuit-là, pendant que tout le monde célébrait mon humiliation, j'avais déjà décidé que Valérie et Mendoza allaient apprendre le vrai sens de tout perdre. Pas en un jour, pas en une semaine, mais lentement, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que les cendres de sa propre arrogance. La Mercedes-Benz G-Wagon brillait encore sous les lumières de la salle de bal quand je suis parti. 300 000 $ que tout le monde pensait que j'avais gaspillé dans une tentative pathétique de regagner l'amour de mon fils. Comme ils avaient tort. Ce camion n'était pas un cadeau. C'était un appât. Et Valérie, dans son infinie arrogance, avait mordu à l'hameçon si fort qu'elle ne pourrait jamais se libérer. Je m'appelle Elena Mendoza. J'ai 67 ans et voici l'histoire de comment j'ai détruit la femme qui a essayé de me détruire. Mais pour que vous compreniez l'ampleur de ce que j'ai fait, je dois tout vous raconter depuis le début. Depuis le jour où cette vipère s'est glissée dans ma vie avec ses talons de créateur et ses larmes de crocodile, car ce que personne ne savait cette nuit-là, ce que même mon propre fils ne soupçonnait pas, c'est que j'enregistrais chaque conversation, documentais chaque mensonge. Préparais chaque mouvement depuis 5 longues années. Le camion n'était qu'un appât. Le véritable spectacle était sur le point de commencer. Et si vous pensez connaître la fin de cette histoire, vous vous trompez. Parce qu'il y a des secrets dans ma famille que même moi, je ne connaissais pas jusqu'à récemment. Des secrets qui changeraient tout. Des secrets qui feraient de cette nuit du toast un jeu d'enfant par rapport à ce qui allait arriver. Mais avant de vous dire comment tout cela s'est terminé, vous devez savoir comment tout a commencé. Comment une veuve qui vendait des pâtisseries sucrées depuis une charrette dans l'est de Los Angeles a fini par posséder 22 boulangeries. Et comment son fils unique, sa fierté, sa raison de vivre, a fini par épouser le diable vêtu de Versace. Si vous êtes prêt à entendre cette histoire, si vous voulez vraiment savoir jusqu'où une mère peut être poussée quand on la coince, alors abonnez-vous maintenant car ce qui va suivre vous coupera le souffle. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de toutes les mères qui ont été rabaissées, humiliées et rejetées. Et c'est la preuve que l'on ne doit jamais, jamais sous-estimer une femme qui a tout survécu. Vous devez comprendre quelque chose. Je ne suis pas né avec de l'argent. Mon père, Elias Gutiérrez, était ouvrier du bâtiment dans l'est de Los Angeles. Ma mère, Maria, lavait les vêtements des autres sur une planche à laver. Nous étions 7 frères et sœurs, dormant dans 2 pièces, partageant des chaussures pour aller à l'école, mangeant des haricots avec du sel quand nous en avions, et quand nous n'en avions pas, eh bien, juste du sel. J'ai épousé Albert Mendoza à 19 ans. Il était chef de chantier, gagnait 1200 $ par mois, et pour moi, c'était un prince. Nous avons emménagé dans un appartement de 2 chambres à Boyle Heights. Les murs avaient de la moisissure,
le plafond goûtait quand il pleuvait, mais c'était le nôtre. C'est là que Daniel est né le 4 juillet, tandis que les feux d'artifice de la fête de l'indépendance illuminaient le ciel. Albert est mort quand j'avais 27 ans. Un échafaudage mal placé, ont-ils dit. Il est tombé du 8e étage d'un chantier de construction à Beverly Hills. L'entreprise a remercié mon mari décédé avec une indemnité de $50 000. 50 000 $ pour une vie. Ce n'était même pas suffisant pour les funérailles. Cette nuit-là, avec mon petit garçon de 8 ans dormant dans le lit qui sentait encore son père, j'ai pris la décision qui allait tout changer. Ma grand-mère, Esperanza, m'avait appris à faire du pain quand j'étais petite. C'était la seule chose que je savais bien faire à part pleurer, et pleurer ne payait pas le loyer. J'ai commencé par vendre des pâtisseries d'un panier devant la 7th Street divisée par la station Metro Center. Je me levais à 2 heures du matin, pétrissais la pâte jusqu'à 5 heures, cuisais dans le four de ma voisine qui me faisait payer $100 pour l'utiliser, et à 7 heures, j'étais à mon coin de rue. Daniel venait avec moi avant l'école. Il m'aidait à crier « Pâtisserie fraîche ». Prenez vos pâtisseries chaudes. Savez-vous combien de fois la police m'a chassé? Combien de fois j'ai dû les soudoyer avec mes gains de la journée juste pour qu'ils ne me prennent pas mon panier? Mais j'ai continué. J'ai toujours continué. Un jour, Monsieur Arthur Sanchez, propriétaire de 3 restaurants en centre-ville, a goûté mes croissants au fromage. Il a proposé d'en acheter 2 cents par jour. C'était le miracle que j'attendais. Avec cet argent, j'ai pu louer une toute petite boutique sur César Chavez Avenue, 40 pieds carrés, avec un four d'occasion que nous avons acheté à Tempérament, la Esperanza Bakery. Je l'ai nommé d'après ma grand-mère. Daniel a grandi entouré de farine et de levure. Il faisait ses devoirs sur une petite table à côté du four pendant que je travaillais. À 15 ans, il savait faire des petits pains parfaits. À 18 ans, il faisait la comptabilité. Mon garçon était brillant. Il a obtenu son diplôme en commerce de l'UCLA pendant que j'ouvrais la 2e boulangerie à Pasadena. Au moment où Daniel a eu 30 ans, nous avions 11 boulangeries. 11. De l'est de Los Angeles à Glendale. Nous employions 87 personnes, la plupart des femmes célibataires comme moi. Je les payais bien, leur donnais des avantages sociaux, une prime de Noël complète. Certaines pleuraient quand je leur donnais leur première carte d'assurance maladie. Je comprenais ces larmes. C'est là que Valérie est apparue. C'était en septembre 2019. Je m'en souviens parfaitement car nous venions d'ouvrir la 12e boulangerie à Santa Monica. Daniel est arrivé à la soirée d'ouverture avec elle au bras. Grande, mince comme un mannequin de magazine, vêtue d'une robe blanche qui coûtait probablement plus que ce que j'avais gagné ma première année à vendre du pain. Elle avait cette beauté artificielle des femmes à la télévision. Nez refait, lèvres gonflées, pommettes qui semblaient coupées au couteau. Maman, voici Valérie, ma petite amie. La façon dont il a dit, ma petite amie, comme s'il avait gagné un prix, comme s'il avait enfin réalisé quelque chose que moi, avec toutes mes boulangeries, je ne pouvais pas lui donner. Le statut. Valérie m'a serré dans ses bras ce jour-là. Une longue étreinte théâtrale en me murmurant à l'oreille, « Quelle histoire inspirante vous avez, madame. D'une vendeuse de rue à ça. Vous devez être si fière. » Vendeuse de rue, pas entrepreneuse, pas femme d'affaires, vendeuse de rue. Mais j'ai souri. Bien sûr que j'ai souri. Mon fils était amoureux. Ils se sont mariés 6 mois plus tard dans une cathédrale historique du centre-ville. J'ai tout payé. La robe à 30 000 $ importée d'Espagne. Les arrangements floraux acheminés d'Amsterdam. Le dîner pour 400 invités où ils ont servi du homard et du vin français. Du côté de Valérie, seules 20 personnes sont venues. Ma famille est très petite, a-t-elle dit. Je suis pratiquement orpheline, tout comme vous avez été veuve si jeune, comme moi. Elle trouvait toujours un moyen de se comparer à moi pour me rappeler mes tragédies. Je leur ai donné une maison dans les Hollywood Hills. 500 000 $ pour la compte. 8 000 $ de paiement mensuel que je payais religieusement. Je leur ai donné à tous les deux des postes importants dans l'entreprise. Daniel comme PDG, Valérie comme directrice des relations publiques, même si je n'ai jamais su exactement quelles relations publiques elle gérait. Les 2 premières années furent supportables. Valérie organisait des dîners où elle invitait ses amis du country club, des femmes qui la regardaient comme si elle était leur animal de compagnie exotique,
celle qui avait épousé le fils du boulanger millionnaire. J'allais à ses dîners, m'asseyais à ma place attribuée, toujours la plus éloignée de Valérie, et j'écoutais comment elle réinventait son histoire à chaque fois. Parfois, elle était la fille de diplomate mort dans un accident. D'autres fois, sa famille avait perdu sa fortune lors de l'éclatement de la bulle Internet. Mon préféré était quand elle disait qu'elle avait refusé une carrière de mannequin international pour épouser Daniel. L'amour vaut plus que n'importe quel podium à Milan. Elle soupirait tandis que ses amis applaudissaient son sacrifice. Mais je remarquais des choses, de petites choses, comme le fait qu'elle ne parlait jamais de son enfance avec des détails précis, comme le fait qu'elle n'avait pas une seule photo de famille d'avant ses 25 ans. Comme le fait que son accent glissait parfois vers quelque chose qui n'était pas américain. Quelque chose qu'elle couvrait rapidement d'un rire nerveux. Et puis il y avait les dépenses. Mon Dieu, les dépenses. Des sacs à main à 8 000 $ qui apparaissaient chaque semaine. Des voyages d'affaires à Miami qui coûtaient plus que le salaire annuel de 5 de mes employés. Une rénovation de bureau qui coûtait 300 000 $ de plus que la construction d'une boulangerie entière. Quand j'en parlais à Daniel, il me regardait comme si je l'avais trahi. Maman, nous ne sommes plus dans l'est de Los Angeles. C'est notre vie maintenant. Valérie sait ce qu'elle fait. Elle comprend ce monde mieux que nous. Ce monde. Le monde où je n'appartenais apparemment pas. C'est à la 3e année que les choses commencèrent à changer davantage. Évidemment, Valérie a convaincu Daniel que j'avais besoin de me reposer davantage. Ta mère a tellement travaillé, chérie. Elle mérite de profiter de sa vieillesse. La vieillesse. J'avais 64 ans et je me levais à 5 heures du matin pour superviser la production. Mais soudain, j'étais une vieille femme. Ils commencèrent à m'exclure des réunions importantes. Nous ne voulons pas te stresser, maman. Ils changèrent de fournisseur sans me consulter. Valérie a de meilleurs contacts. Ils embauchèrent un consultant stratégique, le cousin de Valérie, bien sûr, qui facturait 20 000 $ par mois pour nous dire que nous devions nous moderniser. Et moi, Carmen Elena la folle, je le permis. Parce que chaque fois que j'essayais de protester, Daniel me regardait avec ses yeux fatigués et disait « Maman, s'il te plaît. Valérie essaie juste d'aider. Ne peux-tu pas faire confiance à ma femme ?» La confiance ? Quel mot dangereux quand votre propre fils l'utilise contre vous. Au moment où la 4e année arriva, j'avais perdu le contrôle de presque tout. J'étais toujours la propriétaire sur le papier, mais il prenait les décisions. Valérie gérait les mots de passe de la banque pour la sécurité. Daniel signait de nouveaux contrats sans les lire car Valérie les avait déjà examinés. Et puis vint le jour qui changea tout. Le jour où j'entendis une conversation que je n'étais pas censé entendre. C'était un jeudi de mars. Je m'en souviens car je venais de mon examen médical mensuel. Le docteur Fona m'avait dit que ma tension était un peu élevée. Rien de grave, mais que je devais réduire mon stress. J'ai failli lui rire au nez. Réduire le stress tout en les regardant démanteler ma vie, entreprise par entreprise. Je suis entré dans la maison des Hollywood Hills sans m'annoncer. J'avais toujours mes clés, bien que Valérie m'ait suggéré à 3 reprises de les rendre pour la vie privée. Sa vie privée, apparemment, car j'avais payé la maison. J'entendis des voix dans le bureau. Valérie était au téléphone. Sa voix avait ce ton doucereux qu'elle utilisait quand elle complotait quelque chose. Je suis resté dans le couloir, collé au mur comme une voleuse dans mon propre investissement. Non, chérie, écoute-moi. Valérie disait, la vieille est parfaite pour le plan. Le docteur Ramirez m'a déjà donné les papiers. Nous n'avons besoin que de 3 témoins pour confirmer un comportement erratique. J'ai déjà la femme de ménage et le jardinier. Avec un de plus, nous pourrons la faire déclarer mentalement incapable. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai littéralement senti s'arrêter de battre pendant une seconde. Daniel, s'il te plaît. Daniel fait tout ce que je lui dis. Il est tellement fatigué d'être le fils du boulanger qu'il ferait n'importe quoi pour être son propre homme. L'idiot complet ne se rend pas compte que sans l'argent de maman, il n'est personne. Rire. J'ai entendu des rires à l'autre bout du fil. 6 mois maximum, et nous avons tout. Les 22 boulangeries, les comptes bancaires, les propriétés. Tout passe à Daniel. Et quand je divorcerai l'année prochaine, j'aurai la moitié. 11 boulangeries, Fernando. 11 putains de boulangeries,
chacune valant entre 500 000 et 1 million de dollars. Fernando, je n'ai jamais su qui était Fernando. Peut-être que je ne le saurai jamais. Peut-être que cela n'a pas d'importance. Le camion est parfait. J'ai déjà convaincu cet imbécile que sa mère veut lui acheter quelque chose d'extravagant pour son anniversaire. Quand elle dépensera 300 000 dollars sur un coup de tête comme ça, nous aurons la preuve parfaite qu'elle perd la tête. Qui, de sens rassis, donne un camion à 300 000 dollars? Je me suis glissé le long du mur jusqu'à m'asseoir par terre. Le marbre froid me glaçait à travers ma robe. Mon fils, mon Daniel, le bébé que j'ai porté pendant 9 mois, que j'ai nourri de ses seins, que j'ai élevé en vendant du pain sous la pluie. Savait-il cela? Oh, ne sois pas mélodramatique, Fernando. Nous n'allons pas la tuer. Nous allons juste l'enregistrer à Desert Springs Manor. C'est un asile de luxe à Palm Springs. Il y a même une vue sur les montagnes. Elle y vivra ses dernières années droguée et heureuse. C'est plus que cette vendeuse de rue ne mérite. Je me suis levé en silence. Chaque muscle de mon corps tremblait, mais pas de peur, de rage. Cette rage froide que l'on ne ressent que lorsque l'on réalise que l'on a été aveuglé par son propre choix. J'ai quitté la maison sans faire de bruit. J'ai conduit jusqu'à mon appartement à Westwood, le seul endroit que je ne les avais pas laissés toucher, et je me suis versé une tequila. Puis une autre, et une autre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise dans mon salon à regarder les photos de Daniel bébé, enfant, adolescent, cherchant le moment exact où je l'ai perdu, où mon fils est devenu la marionnette d'une femme que nous ne connaissions même pas. Le lendemain, j'ai fait 3 choses. Premièrement, j'ai rendu visite à mon avocat de confiance, Maître Hector Moral. Aucun lien de parenté, juste une coïncidence. Je lui ai demandé des copies de tous mes documents légaux, actes de propriété, statut de société, tout. Un problème, Madame Mendoza, demanda-t-il. Conseillère en prévention, juste de la prévention. Deuxièmement, j'ai embauché un détective privé, David Ruiz, un ancien militaire, spécialiste de la fraude en entreprise. Je lui ai donné une enveloppe avec 20 000 dollars en espèces et une instruction, je veux tout savoir sur Valérie. Tout. Troisièmement, et c'était le plus difficile, j'ai commencé à jouer un rôle. S'ils voulaient une vieille femme sénile, je leur donnerais exactement cela. J'ai commencé lentement. J'ai oublié les noms d'employés que je connaissais depuis des années. Je me suis trompé de dates importantes. Une fois, je suis arrivé à une réunion du conseil d'administration en pantoufles, prétendant avoir oublié de changer de chaussures. J'ai vu le regard de satisfaction dans les yeux de Valérie. J'ai vu comment elle a serré la main de Daniel comme pour dire, tu vois, je te l'avais dit. Pendant ce temps, David faisait son travail. La première information est arrivée en 2 semaines. Valérie n'existait pas avant 2015. Pas de dossier scolaire, pas d'acte de naissance, pas d'historique de crédit. C'était comme si elle était apparue de nulle part à 25 ans. La deuxième information était plus intéressante. Il y avait une Valérie, mais elle était décédée en 2014 dans un accident de bus à Tucson. Même date de naissance, même lieu d'origine. Ma belle-fille prétendait que quelqu'un avait volé l'identité d'une femme décédée. La troisième information fut la bombe. Son vrai nom était Thelma Ruiz. Née à Caracas, Venezuela, elle était arrivée aux États-Unis en 2014, fuyant des accusations de fraude. Elle avait escroqué 3 familles à Caracas, se faisant passer pour l'héritière d'une fortune pétrolière. Mais le meilleur, le plus absolument délicieux, fut ce que David découvrit la 4e semaine. Thelma Ruiz était mariée, légalement mariée depuis 2013 à un homme nommé Jorge Luis Moral. Encore une fois, aucun lien de parenté, à Maracaibo, Venezuela. Elle n'avait jamais divorcé, ce qui signifiait que son mariage avec mon fils était complètement illégal. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour la détruire. Mais je n'allais pas le faire rapidement. Oh non. Elle avait planifié ma destruction lente et méticuleuse. Je ferais exactement la même chose. J'ai continué à jouer mon rôle. Chaque jour, un peu plus confuse, un peu plus fragile. Valérie était si sûre de sa victoire qu'elle a baissé sa garde. Elle a commencé à être plus évidente dans son mépris, plus cruelle dans ses commentaires. Une fois, lors d'un dîner de famille, elle m'a servi mon repas sur une assiette en plastique tandis que tout le monde utilisait la porcelaine fine. C'est juste que vous laissez tomber des choses parfois,
belle-mère. Nous ne voulons pas d'accident. Daniel ne dit rien. Il regarda simplement son assiette et continua de manger. Une autre fois, elle me trouva en train de regarder de vieux albums photos et me les arracha des mains. Oh, Madame Mendoza, vivre dans le passé n'est pas sain. Il faut regarder vers l'avant. Puis elle les jeta à la poubelle devant moi. C'étaient les seules photos que j'avais d'Albert. Je les ai récupérées de la poubelle cette nuit-là, pleurant de rage, pas de tristesse. Et puis vint la conversation sur le camion. Maman, me dit Daniel un jour, Valérie accrochée à son bras comme une tique. Mon 40e anniversaire approche. Je sais que tu as toujours voulu me donner quelque chose de spécial. Bien sûr, Mijo. Que veux-tu? Valérie intervint, nous avons vu une magnifique Mercedes-Benz G-Wagon. Ce serait le cadeau parfait d'une mère aimante. Combien ça coûte? 300 000 $, dit Valérie avec ce sourire de vipère. Mais vous pouvez vous le permettre, n'est-ce pas, belle-mère? Après tout, c'est votre fils unique. Je la regardai droit dans les yeux. Pour la première fois depuis des mois, je laissai tomber le masque de la vieille femme sénile, et je la regardai pour ce qu'elle était, ma proie. Bien sûr, Valérie. Je donnerai à mon fils exactement ce qu'il mérite. Elle interpréta mon regard comme une défaite. Comme elle avait tort. J'ai acheté le camion, mais j'ai aussi fait d'autres achats. J'ai installé des caméras dans chaque boulangerie, dans mon appartement, même dans mon sac à main. J'ai engagé 2 notaires supplémentaires pour préparer des documents que Valérie ne verrait jamais venir. J'ai ouvert des comptes bancaires dans 3 banques différentes où j'ai transféré de l'argent dont elle ignorait l'existence. Et le plus important, j'ai commencé à tout enregistrer, chaque conversation, chaque humiliation, chaque mensonge. Le jour de l'anniversaire de Daniel approchait. Valérie a organisé la fête la plus ostentatoire que vous puissiez imaginer. Elle a invité tout le monde dans le monde de la haute société qu'elle voulait impressionner. Elle a dépensé 200 000 $ rien que pour la planification. Ce sera la nuit de nos vies, m'a-t-elle dit la veille. La nuit où tout le monde verra qui dirige vraiment cette famille. Elle avait raison. Ce serait exactement ça. Mais elle ne savait pas que j'avais un as dans ma manche. Un as que j'avais gardé, nourri et préparé pendant des mois. La nuit de la fête d'anniversaire est arrivée, et avec elle, le début de la fin pour Valérie est, ou devrais-je dire, Elma Patricia Ruiz de Moral. Les 5 premières années du mariage de Daniel furent un chef-d'œuvre de manipulation. Valérie n'est pas arrivée en détruisant. Elle est arrivée en construisant une image, un récit, une prison invisible autour de mon fils. Elle a commencé avec de petits détails, presque imperceptibles. Elle m'appelait 3 fois par jour. Belle-mère, avez-vous pris votre petit déjeuner? J'ai envoyé votre pâtisserie préférée avec le chauffeur. Madame Mendoza, Daniel est inquiet que vous n'ayez pas pris vos vitamines. Maman. Elena. Oui. Elle a commencé à m'appeler « maman ». J'ai trouvé un excellent médecin pour vos genoux. Chaque appel était une performance. Je le savais parce que quand elle raccrochait, Rosa, ma femme de ménage de confiance depuis 30 ans, me disait comment Valérie se moquait de moi dès que l'appel était terminé. Vieille femme têtue, l'avait-elle entendu dire une fois. Elle pense que je suis son infirmière personnelle. Mais devant Daniel, c'était différent. C'est là que sa meilleure performance brillait. Elle avait mémorisé mes recettes. Quand il rentrait fatigué du travail, elle lui servait du molle, exactement comme celui de votre mère, chérie. Un mensonge. Elle l'achetait dans un restaurant de Beverly Hills et le réchauffait. J'ai vu le reçu dans sa poubelle une fois. 300 $ pour un litre de molle qu'elle faisait passer pour le sien. Elle organisait des dimanches en famille où elle m'invitait chez elle. Ma maison, celle que j'avais payée, et me plaçait en bout de table pendant qu'elle servait. C'est juste que vous avez tant travaillé, madame. Maintenant, c'est mon tour de prendre soin de cette famille. Les voisins la voyaient et commentaient à quel point elle était dévouée. Quel exemple d'amour filial. Personne ne la voyait me servir les restes. Personne ne remarquait que mon café était toujours froid. Personne ne réalisait que les fleurs qu'elle était censée m'envoyer chaque semaine étaient les surplus de ses événements sociaux. Mais son chef-d'œuvre, son véritable génie, fut la façon dont elle a isolé Daniel de moi sans qu'il ne s'en rende compte. Chérie, ta mère a l'air fatiguée.
Ne la dérangeons pas avec les problèmes de l'entreprise. Daniel, ta mère a besoin de se reposer. Je m'occuperai de lui apporter les rapports. Chérie, ne lui parle pas du prêt bancaire. Tu ne feras que l'inquiéter. Chaque phrase était une autre brique dans le mur qu'elle construisait entre nous. Et Daniel, épuisé par des journées de travail de 12 heures, reconnaissant d'avoir une femme qui se souciait de sa mère, accepta tout. Valérie était aussi intelligente avec l'argent. Elle ne volait pas ouvertement. Non, cela aurait été trop évident. Au lieu de cela, elle a créé une fondation, Femmes Entrepreneurs d'Amérique. Un beau nom, n'est-ce pas? Chaque mois, l'entreprise donnait 50 000 $ à cette fondation pour aider les femmes comme vous, belle-mère, celles qui partent de zéro. La fondation existait, bien sûr. Elle organisait même des événements. Des événements où Valérie brillait dans des robes à 20 000 $, parlant de son engagement envers les femmes qui travaillent, tandis que 90% de l'argent disparaissait en frais administratifs. Sa cousine était la trésorière. Sa meilleure amie était la secrétaire. Sa styliste, oui, elle avait une styliste, était la coordinatrice de l'image de l'entreprise avec un salaire mensuel de 8 000 $. Et puis il y a eu les réformes des boulangeries. La modernisation, comme elle l'appelait. Elle a remplacé les fours en pierre que nous utilisions depuis 30 ans par des fours italiens qui coûtaient le triple et produisaient du pain sans âme. Elle a rénové les façades traditionnelles pour en faire quelque chose qui ressemblait à un magazine d'architecture prétentieux. Nous devons attirer les millénials, belle-mère. Les ventes ont commencé à chuter. Les clients de longue date se sont plaints. Le pain n'a plus le même goût, m'a dit Elena Donia Lupita, qui achetait chez notre première boulangerie depuis 1995. Mais quand j'en ai parlé à Daniel, Valérie est intervenue. C'est la résistance au changement, maman Elena, c'est normal. Vous verrez, dans quelques mois, les ventes doubleront. Elles ont doublé. D'accord. Vers le bas. La 3e année, nous avions perdu 30% de nos clients réguliers. Mais les rapports que Valérie montrait à Daniel disaient autre chose. Elle avait appris à falsifier les chiffres, tout comme elle falsifiait son visage chaque matin. Et puis sa campagne psychologique contre moi a commencé. Madame Mendoza, ne vous souvenez-vous pas que vous m'avez déjà payé pour ça, alors qu'elle ne m'avait jamais demandé d'argent? Belle-mère, hier vous m'avez dit que c'était bon de changer les uniformes, alors que nous n'avions jamais parlé d'uniforme. Maman, êtes-vous sûre que nous n'avons pas convenu de cela lors de la réunion, alors que je n'étais même pas allé à cette réunion? Elle plantait des graines de doute. Elle me faisait douter de ma propre mémoire. Une fois, elle a même déplacé mes clés, mon sac à main, mes lunettes, puis les a retrouvées dans des endroits absurdes. Voici vos lunettes, belle-mère. Dans le réfrigérateur. Vous voyez pourquoi je m'inquiète pour vous? Daniel commença à me regarder différemment, avec inquiétude. Avec pitié. Mon propre fils me regardait comme si j'étais une bombe à retardement. Maman, peut-être devrais-tu voir un spécialiste. Maman, Valérie dit que tu as oublié des choses. Maman, es-tu sûre que tu vas bien? Et moi, qui aurait pu lui montrer les enregistrements que j'avais déjà à ce moment-là, qui aurait pu révéler qui était vraiment sa femme, je me suis tue parce que j'avais besoin que Valérie se sente à l'aise. J'avais besoin qu'elle baisse complètement sa garde. Le masque de la belle-fille parfaite ne tombait que lorsque nous étions seuls. C'est là qu'apparaissait la vraie Alma Ruiz. Le plan visant à me faire déclarer mentalement incompétente a commencé un mardi d'octobre. Je m'en souviens parce que Valérie est venue à mon appartement avec le docteur Ramirez, un psychiatre qui semblait plus intéressé par sa Rolex que par ma santé mentale. C'est juste une évaluation de routine, belle-mère, juste pour s'assurer que tout va bien. Le médecin m'a posé des questions pendant 2 heures. Quel jour étions-nous? Qui était le président? Combien faisait 17 plus 38? J'ai tout répondu parfaitement, mais j'ai remarqué comment Valérie lui faisait des signes quand je ne regardais pas directement. La patiente présente des signes initiaux de démence sénile, a décrété le salaud, tout en rangeant son enregistreur. Je recommande une supervision constante et une évaluation de sa capacité à prendre des décisions financières. Ils l'ont payé 30 000 $ pour ce faux diagnostic. Je le sais parce que j'ai piraté l'email de Valérie. Enfin, pas moi. Le fils de Rose, qui étudiait l'informatique, l'a fait pour 5 000 $ et la promesse que sa mère aurait un emploi à vie. Après le médecin,
sont venus les incidents fabriqués. Valérie a commencé à organiser des repas où elle me mettait dans des situations impossibles. Elle me servait de la soupe bouillante. Et quand je me brûlais la langue et que je la recrachais, elle disait à tout le monde, « Oh là là, elle ne peut plus contrôler ses réflexes. » Elle me donnait des couverts pour enfants. Et quand je demandais des couverts normaux, elle soupirait dramatiquement, c'est la 3e fois cette semaine qu'elle oublie comment utiliser des couverts normaux. Une fois, à l'anniversaire de son amie Patricia, elle m'a donné une pilule contre les maux de tête qui m'a tellement étourdi que j'ai dû m'accrocher au mur pour marcher. Vous voyez, c'est pourquoi nous ne la laissons pas seule. Elle prend les mauvais médicaments. Mais le coup de maître fut quand elle a falsifié ma signature sur un chèque de 80 000 $ pour sa fondation fantôme. Quand je me suis plainte à la banque, elle avait déjà préparé le terrain. Elle avait dit au directeur avec des larmes de crocodile que sa belle-mère perdait la mémoire et signait des choses sans s'en souvenir. Madame Mendoza, m'a dit le directeur avec ce ton condescendant qu'ils utilisent pour les personnes âgées. Peut-être devriez-vous envisager de donner procuration à votre fils pour gérer vos finances. Daniel était là, me regardant avec un mélange de honte et d'inquiétude. Maman, ça va. C'était une erreur. Mais je pense qu'il a raison. Valérie et moi pouvons vous aider avec ça. Savez-vous ce que l'on ressent quand son propre fils, son sang, son tout, vous regarde comme si vous étiez un problème à résoudre? C'est comme si on vous arrachait l'âme en petits morceaux. Cette nuit-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort d'Albert. Mais entre les larmes, j'ai pris une décision. S'il voulait une guerre, il l'aurait. J'ai commencé ma contre-attaque subtilement. Premièrement, j'ai rendu visite au docteur Patricia Almeida, une neurologue avec 30 ans d'expérience, et plus important encore, la rivale professionnelle du docteur Ramirez depuis qu'il avait volé ses recherches à l'université. Docteur, j'ai besoin d'évaluation neurologique complète, et j'ai besoin qu'elle soit irréfutable. Je me suis soumise à tout. IRM, EEG, test cognitif de 8 heures. Les résultats étaient concluants. Mon cerveau était plus sain que celui de nombreux quadragénaires. Ensuite, j'ai commencé à tout documenter avec une fixation obsessionnelle. Chaque conversation était enregistrée sur mon téléphone portable caché. Chaque document était scanné en triple exemplaire. Chaque mouvement bancaire était sauvegardé avec des captures d'écran et des relevés. J'ai embauché 3 nouvelles employées dans les boulangeries, des femmes en qui j'avais une confiance totale et qui étaient en fait mes témoins. Je les ai payées en plus pour observer et rapporter tout ce que Valérie faisait. L'une était une ancienne caissière de banque et a détecté des irrégularités comptables que je prétendais ne pas remarquer. Une autre était une ancienne auditrice de l'IRS et a trouvé des millions en fausses factures. La 3e était simplement très observatrice et a enregistré Valérie prenant de l'argent dans les caisses quand elle pensait que personne ne regardait. Mais la chose la plus intelligente que j'ai faite a été d'embaucher Marina, une actrice de feuilleton à la retraite qui donnait maintenant des cours. Je l'ai payé 20 000 $ pour m'apprendre à jouer la comédie. Oui. Comment jouer la comédie, comment simuler une démence de manière crédible mais non excessive. Comment avoir des épisodes aux moments exacts pour rendre Valérie encore plus confiante. Une fois, lors d'une réunion importante avec des investisseurs, j'ai fait semblant de confondre Valérie avec ma sœur décédée. « Rosa, que fais-tu ici? Je pensais que tu étais à Oaxaca. » Valérie a immédiatement saisi l'occasion. Vous voyez, messieurs, c'est pourquoi nous devons restructurer le pouvoir exécutif de l'entreprise. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais enregistré sa conversation téléphonique de ce matin-là où elle leur disait exactement ce que j'allais faire et comment ils devaient réagir. Les investisseurs eux-mêmes faisaient partie de son plan. En décembre, Valérie était si convaincue de ma démence qu'elle est devenue négligente. Elle parlait ouvertement de ses plans devant moi. Elle déplaçait de l'argent sans le cacher. Elle m'a même accidentellement montré les papiers d'admission pour Desert Springs Manor. Puis a fin l'horreur. Oh, belle-mère, ce n'était pas pour vous. C'est pour la tante d'une amie. Desert Springs Manor. 7 000 $ par mois pour me garder sous sédatif dans une pièce de 10x10 pieds. Ils avaient déjà payé le premier trimestre à l'avance. La date était fixée après l'anniversaire de Daniel. Après que le camion de 300 000 $ ait prouvé mon incapacité mentale, mais j'avais aussi une date marquée, et un plan. Un plan que j'avais perfectionné au fil des mois d'humiliation et de douleur. La bataille finale approchait et Valérie n'avait aucune idée qu'elle avait déjà perdu la guerre.
le dépouillement de mes biens commença avec la Esperanza Bakery à Pasadena, ma deuxième succursale, celle que j'avais ouverte à la sueur de 5 années à vendre du pain dans la rue. Un lundi, j'arrivais et trouvais un panneau, fermé pour rénovation. Personne ne m'avait prévenu. C'est une surprise que nous vous avons réservée, belle-mère, me dit Valérie avec son sourire de hyène. Nous allons la transformer en café-boutique. Les boulangeries traditionnelles ne rapportent plus d'argent. Quand je vis les plans, j'ai failli vomir. Ils avaient détruit le four en pierre que j'avais construit de mes propres mains. Les carreaux Talavra que j'avais posés un par un, ils les avaient jetés à la benne. À leur place, des murs blancs minimalistes et une machine à expresso à $30 000. Où sont mes employés, demandai-je Rosa, Maria et Carmen, qui étaient avec moi depuis 15 ans. Nous les avons licenciés. Elles ne savaient pas faire de cappuccino. Les licencier comme s'il s'agissait d'objets défectueux. Rosa avait 3 enfants à l'université. Maria subvenait aux besoins de sa mère malade. Carmen venait de devenir veuve, mais cela n'avait aucune importance pour Valérie. La deuxième à tomber fut la boulangerie d'Istla, la plus rentable, celle qui rapportait $300 000 par mois. Valérie la transforma en une expérience gastronomique où un petit pain coûtait $6 et était servi avec du beurre français sur une petite assiette en porcelaine. Les habitants du quartier ne pouvaient plus se permettre d'y faire leurs courses. Ces nouveaux clients étaient des hipsters de Silver Lake qui venaient en Uber pour prendre des photos pour Instagram. Au moment où elle prit la 3e boulangerie, celle de Glendale, je ne pouvais même plus pleurer. Je les regardais simplement démanteler ma vie morceau par morceau pendant que je faisais semblant de ne pas comprendre ce qui se passait. Signé ici, Madame Mendoza. Qu'est-ce que c'est, Valérie? Rien d'important, belle-mère. Juste de la paperasse ennuyeuse. Paperasse qui transférait les droits d'exploitation à une entreprise que Valérie avait créée. VRM Gastronomic Group. Les initiales de Valérie et Daniel Mendoza. Mon nom, mon héritage, utilisé pour me voler. Mais le moment qui me brisa l'âme fut quand j'entendis Daniel défendre sa femme. Nous étions dans son bureau, qui était autrefois le mien, et je venais de recevoir le rapport de vente. Nous avions perdu 40% de nos revenus en 6 mois. Fils, ça ne marche pas. Les clients s'en vont. Maman, tu ne comprends pas les affaires modernes. Je ne comprends pas Mijo, j'ai bâti cet empire à partir de rien. C'était il y a 30 ans. Maman, le monde a changé. Valérie avait acheté ce diplôme en ligne pour $3000. David, mon enquêteur, m'avait même procuré le reçu PayPal. Daniel, s'il te plaît, écoute-moi. Quelque chose ne va pas avec ta femme. C'est là qu'il explosa. Mon fils, mon bébé, me cria dessus pour la première fois de sa vie. Ça suffit, maman. Arrête d'attaquer Valérie. Elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu es juste jalouse parce que tu n'es plus le centre de l'attention parce que je n'ai plus besoin de toi. Chaque mot était un couteau. Je me levai lentement avec le peu de dignité qu'il me restait et me dirigeai vers la porte. Maman, attends. Je ne voulais pas, ça va, Mijo. Tu as raison. Tu n'as plus besoin de moi. Cette nuit-là, dans mon appartement, j'ai ouvert le coffre-fort que j'avais caché derrière un tableau de la Vierge de Guadeloupe. À l'intérieur se trouvaient tous les documents que David avait rassemblés, la preuve de la bigamie de Valérie, les relevés bancaires des îles Caïmans où elle détournait de l'argent, les enregistrements où elle planifiait mon internement. Mais il y avait autre chose, quelque chose que ni Valérie ni Daniel ne savaient. 5 ans avant l'apparition de Valérie, lorsque l'entreprise commença à croître de manière exponentielle, mon comptable, le vieux monsieur Samuel, me donna un conseil. Madame Mendoza, protégez vos biens. On ne sait jamais. J'ai suivi son conseil. J'ai créé une société holding au Panama, tout à fait légale, où se trouvaient les véritables actifs. Les 22 boulangeries que Valérie pensait contrôler n'étaient que des franchises. Le nom, les recettes, les droits de marque, tout était dans cette société holding. Et j'en étais l'unique propriétaire. Valérie volait des coquilles vides. Mais il y avait plus. Pendant les 6 derniers mois, tout en simulant la démence, j'avais acheté des propriétés par l'intermédiaire de sociétés écrans. Cet emplacement dans les meilleurs quartiers de la ville, et j'avais secrètement embauché tous les employés que Valérie avait licenciés. L'anniversaire de Daniel approchait. Valérie avait organisé la fête du siècle.
Elle avait invité 300 personnes, dépensé 200 000 $ en décoration, engagé Kenny G pour jouer en direct. Ça va être épique, belle-mère, me dit-elle, en parcourant la liste des invités. Tout le monde va voir l'incroyable cadeau que vous faites à votre fils. 300 000 $ pour un camion. Comme vous êtes généreuse. Je la regardai dans les yeux pendant une seconde. Juste une seconde. Je la laissais voir la vérité. Je la laissais voir que je savais tout. Mais avant qu'elle ne puisse assimiler ce qu'elle avait vu, je repris ma performance de vieille femme confuse. Oui, ma chère. Je vais lui donner exactement ce qu'il mérite. Valérie rit. Un rire qui était sur le point de se figer dans sa gorge car j'avais invité quelques personnes supplémentaires à la fête. Des personnes que Valérie n'attendait pas. Des personnes qui allaient tout changer. La bombe était sur le point d'exploser. Acheter cette Mercedes-Benz G-Wagon fut le moment le plus douloureux et le plus libérateur de ma vie. Douloureux parce qu'il confirmait que mon fils accordait plus d'importance à l'argent qu'à sa mère. Libérateur parce que c'était l'appât parfait pour mon plan. Je me suis rendu chez le concessionnaire Mercedes-Benz de Beverly Hills un mercredi matin. Valérie a insisté pour m'accompagner, pour vous aider à ne pas vous tromper, belle-mère. Elle portait une robe rouge qui criait l'argent et un sourire qui criait la victoire. Le vendeur, un jeune homme nommé Eduardo, nous a servi avec ce mélange d'admiration et de cupidité que l'on voit dans les ventes de luxe. Valérie a immédiatement pris le contrôle. Nous voulons la G-Wagon la mieux équipée que vous ayez. La AMG G63 noire avec intérieur en cuir couleur caramel. Excellent choix, madame. Cette configuration a un prix de 320 000 $. Parfait, dit Valérie avant que je ne puisse parler. Ma belle-mère paiera en espèces. Eduardo a failli s'étouffer. En espèces? Virement bancaire, corrigez-je. Mais je veux des modifications spéciales. Valérie me regarda surprise. Quelle modification, belle-mère? Je veux que vous graviez pour Daniel, avec amour éternel de votre mère sur les appuis-têtes en cuir. Et je veux une plaque d'immatriculation personnalisée. Bien sûr. Que voudriez-vous que la plaque dise? Vérité 4. Valérie rit. Oh, belle-mère, comme c'est intelligent. Vérité pour ses 40 ans. Ce n'était pas pour cela, mais je l'ai laissé croire ce qu'elle voulait. Pendant les 3 semaines que prit la préparation du camion, Valérie était hors d'elle de joie. Elle racontait à tout le monde le cadeau excessif que la pauvre Madame Mendoza avait insisté pour acheter. Vous voyez comment elle est, disait-elle à ses amis du club. Elle dépense sans contrôle. C'est pourquoi nous devons la protéger d'elle-même. Elle organisa la fête la plus ostentatoire que j'ai jamais vue. Elle loua la salle de bal impériale du Beverly Wilshire Hotel, le même endroit où les politiciens et hommes d'affaires les plus riches du pays se mariaient. Elle engagea les meilleurs organisateurs d'événements, ceux qui facturaient 50 000 $ rien que pour la planification. La liste des invités était un spectacle en soi. Elle avait invité tous les gens de la haute société qu'elle voulait impressionner, des hommes d'affaires, des influenceurs, même quelques acteurs de feuilleton. Mais surtout, elle avait invité les partenaires potentiels que Daniel courtisait pour développer l'entreprise. Cette fête sera notre couronnement, l'entendis-je dire au téléphone. Après cela, personne ne doutera de qui dirige l'empire des boulangeries Mendoza. 3 jours avant la fête, j'envoyai mes propres invitations. Discrètes, personnelles, livrées en main propre par Rosa. J'ai invité Jorge Luis Moral, le mari légal de Valérie, qui venait d'arriver du Venezuela après des années à la chercher. David l'avait trouvé en train de conduire un taxi à Tijuana, essayant d'économiser de l'argent pour engager un détective. J'ai payé son vol, son hôtel, et 5 000 $ pour sa présence. J'ai invité le vrai monsieur Ramirez, non pas le psychiatre corrompu, mais son frère jumeau, un procureur spécialisé dans la fraude financière, qui enquêtait sur son frère depuis 2 ans pour avoir vendu de faux diagnostics. J'ai invité le docteur Patricia Almeida, la neurologue qui avait tous mes tests prouvant ma parfaite santé mentale, ainsi que des preuves vidéo que j'avais simulé les épisodes de démence. J'ai invité les véritables partenaires des investisseurs que Valérie avait escroqués, des personnes qui avaient perdu des millions dans ses précédentes arnaques et la cherchaient depuis des années. Et j'ai invité Alma Gutiérrez, la vraie Valérie, qui n'était pas morte dans un accident. Elle était bien vivante à Tucson, très surprise de découvrir que quelqu'un avait volé son identité et l'avait déclarée morte. Mais mon invité vedette était quelqu'un d'autre,
quelqu'un que personne n'attendait. Le jour de la fête arriva. J'ai mis ma meilleure robe, la bleue marine que j'avais achetée pour l'occasion. Elle n'était ni chère ni voyante, mais j'avais l'air digne. J'avais l'air de ce que j'étais, une guerrière sur le point de gagner sa dernière bataille. Je suis arrivé tôt à la salle de bal. Le camion était déjà là, brillant sous les lumières avec un nœud rouge gigantesque que Valérie avait insisté pour avoir, pour qu'il ressemble davantage à un cadeau, belle-mère. Les invités commencèrent à arriver. Valérie brillait comme jamais dans une robe dorée à 20 000 $ qu'elle avait achetée avec l'argent de ma boulangerie. Elle embrassait les joues, distribuait des sourires, et s'assurait que tout le monde savait qui était la véritable hôtesse. Daniel arriva 1 heure en retard, comme elle l'avait prévu pour faire une entrée remarquée, avait-elle dit. Quand il entra, le quatuor à cordes commença à jouer. Les serveurs firent sauter le champagne et Valérie le conduisit au camion. « Regardez tous », cria Valérie, prenant le microphone. Le cadeau d'une mère aimante à son fils unique. C'est alors que je me suis levé et me suis dirigé vers eux. Tout le monde se tut. J'ai pris les clés du camion, qui était dans une boîte en verre, et je me suis approché du microphone. Avant de donner ce cadeau, dis-je d'une voix claire. Je voudrais faire un toast. Valérie me tendit un verre avec un sourire condescendant. Bien sûr, belle-mère. Dites quelques mots. J'ai levé mon verre et j'ai regardé directement dans les yeux de mon fils. Je trinqua la vérité, car la vérité, même quand elle fait mal, finit toujours par éclater. C'est là que mes invités spéciaux sont apparus. Pendant que Valérie complotait ma destruction, je n'étais pas seul. J'avais des alliés qu'elle n'avait jamais vus venir. Des femmes qui avaient observé en silence, attendant le moment exact pour agir. La première fut Rosa, ma femme de ménage de confiance. Mais Rosa était bien plus qu'une employée. C'était ma sœur d'âme, celle qui m'avait aidé à élever Daniel quand je travaillais 18 heures par jour. Son fils, Miguel, celui qui était maintenant ingénieur système, avait grandi avec Daniel. Ils étaient comme des frères jusqu'à ce que Valérie arrive et convainque mon fils qu'il n'était pas approprié de traîner avec les employés. Rosa avait tout enregistré, chaque humiliation, chaque vol, chaque mensonge. Elle avait un vieux téléphone portable qu'elle cachait dans son tablier et avait documenté 3 ans d'abus. Des vidéos de Valérie prenant de l'argent dans les caisses. Des enregistrements audio d'elle se moquant de moi à ses amis. Des photos de documents qu'elle avait signés en falsifiant mon écriture. Madame Elena, m'a-t-elle dit une nuit en pleurant. Ça me brise l'âme de voir comment elle vous traite. Et le petit Daniel. Oh, le petit Daniel est perdu. La deuxième alliée fut une surprise même pour moi. Christina Durand, la meilleure amie de Valérie. Oui, la même qui riait de toutes les humiliations, celle qui applaudissait ses cruautés. Il s'avère que Christina avait aussi été victime de Valérie. Elle m'a cherché un après-midi à mon appartement, tremblante comme une feuille. Madame Mendoza, j'ai besoin de vous parler. Valérie m'a volé 300 000 $. L'histoire était prévisible. Valérie l'avait convaincue d'investir dans une entreprise d'importation de sacs à main de créateurs. L'entreprise n'existait pas. L'argent a disparu. Et quand Christina l'a confrontée, Valérie a menacé de détruire son mariage en révélant une affaire inventée. J'ai tous les messages, les virements bancaires, les faux contrats, m'a dit Christina en me tendant une clé USB. Mais il y a plus. Valérie a un compte secret où elle garde tout ce qu'elle vole. Le mot de passe est l'anniversaire de son premier mari. Son premier mari, Roré Louis, celui avec qui elle était encore légalement mariée. La troisième alliée fut la plus inattendue. Mon avocate, Rebecca Montemayor, une femme d'une 60aine d'années, dure comme l'acier, qui avait vu trop de cas de conjoints manipulateurs détruisant des fortunes familiales. Elena, m'a-t-elle dit dans son bureau surplombant la ville. Ce qui se passe est criminel, et j'ai une idée. Son idée était brillante. Pendant que Valérie pensait signer des documents, transférant les boulangeries à son nom, elle signait en fait des papiers qui ne disaient pas ce qu'elle pensait. Rebecca avait utilisé une ancienne astuce légale. Les transferts nécessitaient une deuxième signature de validation qui n'est jamais venue. Tous les papiers que Valérie avait falsifiés étaient légalement invalides. De plus, ajouta Rebecca avec un sourire effrayant, j'ai une cousine à la division des crimes financiers du bureau du procureur. Elle sera très intéressée par la petite fondation fantôme de votre belle-fille.
Mais mon alliée la plus précieuse était quelqu'un que Valérie avait oublié. Rosa Maria Ruiz, sa propre mère. David l'avait trouvée à Caracas vivant dans une œuvre de bienfaisance. Valérie, ou Elma Patricia, son vrai nom, l'avait abandonnée 10 ans plus tôt, lui disant qu'elle allait épouser un millionnaire mexicain et reviendrait la chercher. Ma fille a toujours été ambitieuse, m'a dit Rosa Maria lors d'un appel vidéo. Les larmes aux yeux. Elle ment, vole et manipule depuis son enfance. Je pensais qu'elle changerait. Mais quand elle a volé les économies de toute la vie de son père et l'a laissé mourir parce que nous ne pouvions pas payer l'hôpital, j'ai su que j'avais élevé un monstre. Rosa Maria avait quelque chose d'inestimable. L'acte de naissance original d'Alma Patricia, ses dossiers scolaires montrant qu'elle avait été expulsée pour voler, surtout, un mandat d'arrêt actif du Venezuela pour fraude. Madame Mendoza, dit-elle, aidez-moi à venir aux États-Unis. Je veux voir le visage de ma fille quand elle découvrira que sa mère est vivante et prête à témoigner contre elle. J'ai payé son vol, les logé dans un hôtel discret à Pasadena, et les préparé pour la fête. Pendant ce temps, j'ai continué à perfectionner ma performance. Chaque jour, j'agissais plus confuse, plus fragile. Valérie était tellement enivrée par sa victoire imminente qu'elle ne remarqua pas quand j'avais fait installer des caméras chez elle. Elle ne vit pas quand je copiais tous les fichiers de son ordinateur. Elle ne réalisa pas que son téléphone était sur écoute. Une semaine avant l'anniversaire, je l'entendis parler à Fernando. Après la fête, on interne la vieille. J'ai déjà engagé les infirmiers. Ils viennent à 3 heures du matin quand tout le monde sera ivre. Ils l'emmèneront sous sédatif, et au moment où Daniel se réveillera, sa mère sera à Desert Springs Manor. Et s'il s'y oppose? Il ne s'y opposera pas. Je lui dirai que sa mère a essayé de se suicider. J'ai des somnifères que je vais lui mettre dans son sac à main. Avec ça et l'incident du camion, n'importe quel juge nous donnera raison. J'ai écouté ma sentence de mort civile avec un calme qui m'a surprise. Je n'ai ressenti aucune peur, aucune tristesse, juste une froide détermination. Cette nuit-là, j'ai appelé tous mes alliés. Le jour de la fête, je vous veux prêt. Nous allons donner à Valérie le spectacle de sa vie. Christina a confirmé qu'elle apporterait les preuves de fraude. Rebecca aurait les documents légaux prêts. Rosa Maria attendrait dans une chambre d'hôtel. Le fils de Rose, Miguel, aurait tous les enregistrements sur un ordinateur portable connecté aux écrans de la salle de bal. Et moi j'avais la bombe finale, quelque chose que j'avais découvert juste 2 jours auparavant. Cela allait tout changer. Valérie n'était pas seulement mariée à Jorge Luis. Elle était enceinte de Fernando, son amant. Le père n'était pas Daniel. La guerre était sur le point de se terminer. Et j'avais toutes les armes. 3 nuits avant l'anniversaire de Daniel, j'ai conduit seul jusqu'à Phoenix. J'ai dit à tout le monde que je rendais visite à une cousine malade. Un mensonge. J'allais voir monsieur Alejandro Torres, le meilleur notaire d'Arizona, et par coïncidence divine, le cousin germain de mon défunt mari, Albert. Elena, êtes-vous sûr de cela? Demanda-t-il après avoir examiné les documents que je lui avais apportés. Plus sûr que jamais, Alejandro. Mon fils a choisi sa voie. Maintenant, je choisis la mienne. Cette nuit-là, j'ai signé un nouveau testament. Un testament dont personne n'était au courant. Un testament qui laisserait Valérie et Daniel avec exactement ce qu'ils méritaient. Mais le testament n'était qu'une partie du plan. La partie vraiment brillante était ce que j'avais construit en secret depuis 5 ans. Pendant que tout le monde pensait que j'étais une vieille femme sans défense. Vous voyez, quand j'ai commencé à me méfier de Valérie, j'ai ouvert une société parallèle, la Esperanza Corporation, enregistrée auprès d'un trust dont j'étais l'unique bénéficiaire. Pendant que Valérie volait dans les boulangeries qu'elle connaissait, je construisais un empire qu'elle n'a jamais détecté. Cette nouvelle boulangerie à Phoenix, Denver et Austin. Toutes gérées par les employés que Valérie avait licenciés pour incompétence. Rosa, Maria, Carmen, tout était maintenant gérante avec une participation aux bénéfices. Elle facturait $800 000 par mois. De l'argent qui allait directement dans des comptes que moi seul connaissais. Mais ce n'était pas tout. Lors de mes visites médicales à Houston, que Valérie pensait être pour des traitements contre la démence, je concluais en fait des accords avec des investisseurs américains. J'avais vendu les droits de franchise internationale de mes recettes pour $15 millions. Oui, dollars.
L'argent était dans un trust au Texas, intouchable par la loi américaine, attendant mon signal. Madame Mendoza, m'a dit Jim Patterson, le PDG d'American Bakery Corporation, vos recettes sont de l'or pur. Nous ouvrons 50 établissements en Californie et au Texas. Pendant que je signais ce contrat, Valérie était à Los Angeles à voler des miettes. De retour dans mon appartement de Westwood, j'ai ouvert le coffre-fort caché derrière le tableau de la Vierge. À l'intérieur, avec tous les documents que j'avais recueillis, j'ai ajouté le Nouveau Testament. Mais il y avait aussi autre chose. Une lettre pour Daniel. Une lettre que j'avais réécrite 100 fois et que je ne remettrais que si les choses se passaient comme prévu. Mijo, commençait la lettre. Quand tu liras ceci, tu me haïras probablement, mais je préfère ta haine honnête à ton amour manipulé. La veille de la fête, j'ai mis les dernières pièces du puzzle en place. Premièrement, j'ai visité ma banque et transféré 500 000 $ sur un compte spécial. Ce n'était pas pour le camion qui était déjà payé. C'était pour quelque chose de bien mieux. Ensuite, j'ai rencontré le personnel réel de Desert Springs Manor, l'asile où Valérie avait l'intention de m'interner. Docteur Marquet, ai-je dit au directeur. Ma belle-fille a payé 3 mois à l'avance pour me faire interner contre ma volonté. Voici le reçu. Je lui ai montré la copie que j'avais prise du sac de Valérie. C'est un enlèvement, et vous seriez complice. L'homme pâlit. Madame Mendoza, nous n'en savions rien. Elle a dit que vous aviez signé les papiers. Un mensonge. Mais je vais vous faire une proposition. Vous ferez exactement ce que je vais vous demander et je ne vous dénoncerai pas. En fait, je vous paierai le double de ce qu'elle vous a donné. Le plan était simple. Quand les infirmiers viendraient me chercher, ils emmèneraient quelqu'un d'autre. Quelqu'un que j'avais payé 10 000 $ pour m'aider, avec la promesse de longues vacances. Cette nuit-là, la dernière avant l'anniversaire, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise sur mon balcon, regardant les lumières de la ville, buvant un thé à la cannelle comme ma grand-mère Esperanza me l'avait appris. À 3 heures du matin, mon téléphone a vibré. C'était un message vocal de Valérie, un message qu'elle avait dû envoyer par erreur ou peut-être pour me torturer. Fernando, mon amour, après-demain, nous sommes libres. La vieille va à l'asile. Daniel reste avec la culpabilité et les dettes, et nous allons en Suisse avec tout l'argent. Le bébé naîtra en Europe, loin de cet enfer. Je t'aime, le bébé. L'enfant que mon fils croyait être le sien. J'ai pris mon enregistreur et j'ai sauvegardé ce message. C'était la dernière preuve dont j'avais besoin. L'anniversaire s'est levé ensoleillé, sans un nuage dans le ciel. C'était le 15 mars, les ides de mars, le jour où Jules César fut assassiné. Quelle ironie. Je me suis baigné lentement, me suis peigné avec soin, et j'ai mis la robe bleu marine. Dans le miroir, j'ai vu Elena Mendoza. Non pas la victime que Valérie avait créée, mais la guerrière que j'avais toujours été. Avant de partir, j'ai passé un dernier appel. Rosa, active le plan. C'est l'heure. Quelque part dans la ville, mes alliés se préparaient. Les écrans de la salle de bal avaient été piratés par Miguel, le fils de Rosa. Les vidéos étaient prêtes à être diffusées. Les invités spéciaux étaient en position. Et moi, avec les clés du camion dans mon sac à main à côté d'une clé USB contenant 3 ans de crimes documentés, je me suis dirigé vers la fête. Valérie croyait que cette nuit serait ma dernière humiliation. Elle n'avait aucune idée que ce serait la sienne. Quand je suis entré dans la salle de bal impériale, Valérie était déjà dans son élément. Elle saluait les invités comme une reine, sa robe dorée scintillait sous les lustres en cristal. Daniel était à ses côtés, mal à l'aise dans son smoking, arborant ce sourire forcé qu'il portait lorsqu'elle le paradait comme un trophée. « Voici la star de la soirée », cria Valérie en me voyant, avec cette voix feinte qu'elle utilisait en public. La mère généreuse qui offre des camions à 300 000 $. 200 perdieux se tournèrent vers moi, certains avec moquerie, d'autres avec pitié, la plupart avec la fascination cruelle de ceux qui aiment voir les autres tomber. Je m'approchai lentement, souriante. Valérie me fit une accolade théâtrale pour les caméras. « Votre temps est compté, belle-mère », murmura-t-elle à mon oreille. « Après ce soir, tout le monde saura que vous êtes folle. »« Vous avez raison », lui murmurai-je en retour. « Après ce soir, tout le monde connaîtra la vérité. » Elle rit, pensant que je délirais. Le dîner se déroula selon son scénario.
Valérie avait tout arrangé pour me faire paraître mal. Mon assiette était différente des autres, de la nourriture en purée, parce que madame a du mal à mâcher. Mon verre contenait de l'eau tandis que tout le monde buvait du vin, c'est juste qu'elle ne peut pas boire avec ses médicaments. Ma chaise était placée à l'écart de la table principale, pour qu'elle soit plus à l'aise. Chaque humiliation fut accueillie par des rires nerveux des invités. Je vis d'importants hommes d'affaires échanger des regards. Je vis les femmes des partenaires chuchoter, toutes pensant la même chose, pauvre vieille femme sénile. À 22 heures, le moment du toast arriva. Valérie prit le microphone avec sa coupe de mouette et Chandon à $300 la bouteille. Un toast, cria-t-elle, sa voix entraînée à feindre l'émotion. À la mère insensée qui essaie d'acheter l'amour comme si c'était du pain rassis. La pièce éclata de rire. Des rires cruels, sans cœur, horribles. C'était mon signal. Je me levai lentement, retirai calmement mes talons et marchai pieds nus vers la sortie. Mais avant d'atteindre la porte, je m'arrêtai et me retournai. « Vous avez raison, Valérie, dis-je, prenant le microphone qu'elle avait posé. Je suis une folle. J'ai été une folle de faire confiance, une folle de croire, une folle de ne pas voir ce que vous êtes tous sur le point de voir en ce moment. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appuyé sur envoyer. Sur les écrans géants de la salle de bal, une vidéo commença à jouer. C'était Valérie dans ma maison, prenant de l'argent de mon sac à main pendant que je dormais. Sa voix était claire, vieille femme stupide. Elle ne remarque même pas que je la vole. Les murmures commencèrent immédiatement. Valérie courut vers les écrans. Éteignez ça. C'est faux. C'est truqué. Mais les vidéos continuèrent. Valérie signant des documents avec mon nom. Valérie à la banque disant au directeur que sa belle-mère avait la démence. Valérie avec le docteur Ramirez le payant $30 000 pour le faux diagnostic. Daniel, cria-t-elle désespérée. Faites quelque chose. Mon fils était paralysé, regardant son monde s'effondrer. Attendez, dis-je au microphone. Le meilleur est encore à venir. L'enregistrement suivant datait de la veille. Valérie parlant à Fernando. Le bébé n'est pas celui de Daniel, mon amour, mais il est tellement idiot qu'il ne fera jamais de test de paternité. Un halètement collectif traversa la pièce. Daniel devint blanc comme un linge. Bébé, demanda-t-il d'une voix brisée. Quel bébé? Valérie était piégée. Elle ne pouvait pas nier les vidéos. Elle ne pouvait pas nier sa voix. Elle ne pouvait rien nier. Mais il y a encore plus, continuai-je. J'aimerais vous présenter quelques invités spéciaux. Les portes s'ouvrirent en grand. D'abord, Jorge Luis Moral entra, le mari légal de Valérie. Bonjour, Alma Patricia, dit-il avec son accent vénézuélien. 5 ans à te chercher, mon amour. Et tu es toujours marié à moi. Valérie semblait sur le point de s'évanouir. Non, vous. Comment? Ensuite, la vraie Valérie entra. Un plaisir, dit la femme. Je suis Valérie, la vraie, et je suis ici pour porter plainte pour vol d'identité. Puis, le procureur Ramirez entra, le frère du médecin corrompu. Madame Alma Patricia Ruiz, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, falsification, vol d'identité et bigamie. Mais le coup de grâce vint de la dernière personne à entrer. Rosa Maria Ruiz. La mère de Valérie. Ma fille, dit la femme, les larmes aux yeux. Ça en valait la peine? Ça valait la peine de détruire une autre famille comme tu as détruit la nôtre? Valérie tomba à genoux. Sa robe dorée froissée sur le sol de marbre. Son maquillage parfait maculé de larmes. Le masque était enfin tombé. Elena, cria-t-elle. S'il vous plaît, pensez à Daniel. Pensez à votre fils. Je m'approchai d'elle. Je me baissai jusqu'à être à sa hauteur et je dis doucement mais assez clairement pour que tout le monde entende, j'ai pensé à lui. C'est pourquoi j'ai fait tout ça, pour le sauver de vous. La police l'a emmené cette même nuit. Mais avant qu'elle ne parte, je l'ai approché une dernière fois. Le camion n'a jamais été pour Daniel. C'était le prix de votre liberté. $300 000 pour démasquer une criminelle. Le meilleur investissement de ma vie. La salle de bal était dans un silence absolu. Les invités ne savaient où regarder. Les serveurs avaient cessé de servir.
Même le quatuor à cordes était muet. Daniel restait immobile, comme une statue. Daniel me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. Debout au milieu de la salle de bal dans son smoking à 10 000 $. Il ressemblait à un enfant perdu. Le même petit garçon qui pleurait quand il se grattait les genoux. Celui qui me serrait dans ses bras quand le tonnerre l'effrayait. « Maman, tout ça? Tu as tout planifié? » « Non, Mijo. Ta femme a tout planifié. Je me suis juste défendu. » Il s'effondra sur une chaise. Les invités commencèrent à partir en silence, comme des gens fuyant un enterrement. En 15 minutes, la salle de bal était vide. Il n'y avait plus que Daniel, moi, Rosa, et l'avocat que j'avais amené avec moi. « Monsieur Gutiérrez, dis-je à l'avocat. Veuillez expliquer la situation juridique de mon fils. » L'avocat, un homme de 60 ans au visage de bulldog, ouvrit sa mallette. « Monsieur Mendoza, votre mariage est nul. Madame Valérie, ou plutôt Alma Patricia, était déjà mariée lorsqu'elle vous a épousé. Cela signifie que légalement, vous n'avez jamais été marié. Et les propriétés, les comptes bancaires, tout ce qui est à vos deux noms peut être réclamé uniquement par vous. Elle n'a droit à rien. Et le bébé, c'est là que mon cœur s'est serré. De voir mon fils demander un bébé qui n'était pas le sien. Daniel, dis-je doucement. Elle est enceinte de Fernando, son amant. Elle l'a admis dans les enregistrements. Il s'effondra. Mon fils, mon garçon fort, pleura comme je ne l'avais pas vu pleurer depuis la mort de son père. Je m'avançai pour le serrer dans mes bras, mais il me repoussa. Ne me touche pas. Tu m'as menti aussi. Tu m'as fait croire que tu perdais la tête. Pour te protéger. Je n'avais pas besoin de ta protection. J'avais besoin que tu me fasses confiance. Confiance? Daniel. Quand j'ai essayé de te prévenir, tu m'as crié dessus. Tu m'as dit que j'étais jalouse. Tu m'as chassé de ta vie. Parce qu'elle m'a convaincu. Exactement. Elle t'a convaincu si facilement, si rapidement. Et tu t'attendais à ce que je te fasse confiance? La vérité le frappa comme une gifle. Il se leva, hésitant, et se dirigea vers la sortie. Où vas-tu? Boire jusqu'à ce que j'oublie que j'existe. Non, tu vas rentrer chez toi. Tu vas dormir. Et demain, nous allons régler ce désordre ensemble. Ensemble. Maman, tu as vendu les boulangeries, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle n'a pas pu trouver l'argent. Je ne les ai pas vendues. Je les ai protégées. Elles sont toujours à nous. À nous? Elles l'ont toujours été, Mijo. Toujours. Je l'ai ramenée à la maison cette nuit-là, la maison que j'avais payée, mais qui pour la première fois lui semblait sienne. Pendant qu'il dormait, sous l'effet de l'alcool, j'ai parcouru les papiers que Valérie avait laissés. J'ai découvert d'autres horreurs. Des prêts à mon nom pour $1 million, des contrats avec des fournisseurs fantômes, même un faux procès d'employé, préparé et prêt à me poursuivre pour plus d'argent. Le lendemain matin, Valérie a tenté de négocier depuis la prison du comté. Elle a envoyé son avocat, un homme au visage de rat qui facturait $5 000 juste pour venir me voir. Ma cliente est prête à quitter le pays si vous retirez les accusations. Non, elle pourrait raconter des choses sur votre fils qui nuiraient à sa réputation. Quelle chose? Qu'il a été victime d'une arnaqueuse. Tout le monde le sait déjà. Nous avons des photos compromettantes. J'ai ri pour la première fois depuis des mois. J'ai vraiment ri. Des photos truquées comme celles qu'elle a utilisées pour faire chanter Christina Duran. Un expert médico-légal les a déjà examinées. Toutes fausses. L'avocat déglutit difficilement. Que voulez-vous alors? La justice. Qu'elle paie pour chaque dollar qu'elle a volé, pour chaque mensonge qu'elle a dit, pour chaque jour de torture psychologique. Ça pourrait faire 20 ans de prison. Alors, faisons en 30. 48 heures après la fête, le divorce était prononcé. Enfin, l'annulation, un mariage qui n'a jamais existé ne pouvait être divorcé. Valérie a été condamnée à 15 ans de prison. Cela aurait été plus, mais sa grossesse était une circonstance atténuante. Fernando, son amant, s'est enfui en Colombie, où il a été arrêté pour d'autres accusations de fraude. Jorge Luis, le mari légal,
ne voulait plus rien avoir à faire avec elle et est retourné au Venezuela. Le bébé est né en prison. Une fille. La mère de Valérie, Rosa Maria, a demandé la garde et l'a obtenue. Elle est venue me voir avant de partir. Madame Mendoza, je suis tellement désolé pour tout ce que ma fille a fait. Ce n'est pas votre faute, madame. Je vais élever cet enfant différemment. Je lui enseignerai des valeurs. Je lui enseignerai à travailler. Elle ne sera pas comme sa mère. Je lui ai donné une enveloppe avec $20 000 pour l'enfant afin qu'elle ait des opportunités. La femme a pleuré, vous êtes ce que ma fille n'aurait jamais pu être. Une vraie dame. Il a fallu des mois à Daniel pour me pardonner. Pas pour ce que j'ai fait, mais pour la façon dont je l'ai fait. Pour ne pas lui avoir fait confiance, pour l'avoir traité comme un autre ennemi au lieu d'une victime. Mais lentement, en travaillant ensemble pour reconstruire les boulangeries, nous nous sommes retrouvés. Nous sommes redevenus mère et fils. Nous sommes redevenus une famille. Le camion de $300 000 est resté dans le garage de l'hôtel pendant des semaines jusqu'à ce que je décide quoi en faire. 6 mois après cette nuit-là, je me suis réveillé tôt, comme toujours. Il était 5 heures du matin et la ville commençait tout juste à s'éveiller. Je me suis préparé un café de hola, comme ma grand-mère Esperanza me l'avait appris, et je me suis assise sur le balcon pour regarder le lever du soleil. Le camion Mercedes-Benz était toujours dans le garage de l'hôtel, accumulant la poussière et les frais de stationnement. $300 000 transformés en un rappel de métal et de cuir de la nuit où j'ai retrouvé mon fils. Daniel avait beaucoup changé. Il ne portait plus les costumes à $10 000 que Valérie lui achetait. Il était revenu à ses jeans et ses chemises simples. Il arrivait à la boulangerie d'origine, celle de César Chavez, à 4 heures du matin pour aider à la première fournée de la journée. Exactement comme quand j'étais enfant, maman, me dit-il un matin alors que nous pétrissions la pâte ensemble. Tu te souviens? Je faisais mes devoirs pendant que tu cuisais. Je me souviens de tout, Mijo. Chaque instant. Les boulangeries se sont rapidement rétablies. Nous avons licencié tous les consultants que Valérie avait embauchés. Nous sommes revenus aux recettes originales. Nous avons réembauché tous les employés qu'elle avait licenciés. En 3 mois, nous avons récupéré 60% de nos clients perdus. En 6 mois, nous nous en sortions mieux que jamais. Mais le plus important n'était pas l'argent que nous avons récupéré. C'était de voir Daniel redevenir lui-même. Un jour, il m'appela de la boulangerie de Pasadena. Maman, viens vite. J'ai quelque chose à te montrer. Quand je suis arrivé, il y avait une file de clients qui s'étirait au coin de la rue. Tous attendaient du pain fraîchement cuit, comme au bon vieux temps. Tu vois ça, dit-il, les larmes aux yeux. C'est ce que tu as construit. C'est ça la vraie chose. Pas les restaurants prétentieux de Valérie. Donia Lupita, notre plus ancienne cliente, s'approcha avec son sac de courses. Elena, je suis si contente que le vrai pain soit de retour. Le pain à l'ancienne. Celui qui a le goût de la maison. Cet après-midi-là, Daniel et moi nous sommes assis dans le bureau, le même bureau où j'avais découvert les premiers mensonges de Valérie, et nous avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. Maman, je dois te demander pardon. Non, Mijo, laisse-moi finir. Je t'ai déçu. Je t'ai échangé contre une femme qui me promettait de me rendre important. Je n'avais pas réalisé que j'étais déjà quelqu'un. J'étais ton fils, le fils de la femme la plus forte que je connaisse. Nous avons pleuré ensemble, nous tenant l'un l'autre comme quand il était enfant, et j'étais tout son monde. Et le camion, demanda-t-il plus tard, qu'est-ce que tu vas en faire? Il est à toi si tu le veux. Je n'en veux pas. Il me rappelle tout le mal. Alors nous le vendrons. Non, j'ai une meilleure idée. Son idée me surprit. Il voulait le vendre aux enchères et utiliser l'argent pour créer une véritable fondation, pas une fausse comme celle de Valérie. Une fondation pour aider les femmes victimes d'abus économiques et psychologiques. Nous l'appellerons la Fondation Esperanza, dit-il. Comme ta grand-mère, comme ta première boulangerie, comme ton ami fidèle. L'enchère fut un événement. Nous avons essayé de rester discrets, mais l'histoire avait fait le tour. La femme de l'ambassadeur d'Allemagne, qui avait assisté à la fête d'anniversaire et tout vu, a acheté le camion pour $400 000. Pour moi, ce n'est pas juste une voiture, me dit-elle. C'est un symbole que les femmes peuvent se défendre.
Avec ces 400 000 $ plus les 300 000 $ que j'ai mis, plus les 200 000 $ que Daniel a mis de ses économies personnelles, nous avons créé la fondation. La première année, nous avons aidé 53 femmes à quitter des relations abusives, à récupérer leur argent et à reconstruire leur vie. L'une d'entre elles était Christina Douran, l'ex-amie de Valérie. Elle a non seulement récupéré les 300 000 $ que Valérie lui avait volés, mais avec notre aide juridique, elle a découvert que son propre mari, qui avait menacé de lui prendre ses enfants, l'avait aussi volé. Elle gère maintenant l'une de nos nouvelles boulangeries à Phoenix. Rosa, Maria, Carmen, toutes les employées que Valérie avait licenciées sont maintenant des associés minoritaires dans les boulangeries. Elles possèdent chacune 5% de la succursale qu'elles gèrent. Dans 5 ans, elles en posséderont 20%. Rosa a pris sa retraite, mais elle vient toujours chaque matin prendre un café avec moi. Son fils, Miguel, a conçu le système de sécurité pour toutes les boulangeries, pour que personne ne puisse jamais plus vous voler, Madame Elena. Et moi? Je me lève toujours à 5 heures du matin. Je supervise toujours la production. Je suis toujours Elena Mendoza, la boulangère d'Istla qui a bâti un empire de ses propres mains. Mais maintenant, je suis plus. Je suis la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour riposter. Que le silence peut être une arme. Et que parfois, il faut tout détruire pour pouvoir reconstruire. Valérie est toujours en prison. Il lui reste 9 ans. Parfois, j'ai de ses nouvelles par sa mère. Elle dit qu'elle étudie la pâtisserie dans le programme de la prison, qu'elle veut sortir changée, qu'elle demande pardon. Je ne la hais pas. La haine, c'est lui donner trop d'importance. Elle n'existe tout simplement plus dans mon monde. Il y a une semaine, Daniel m'a donné la meilleure nouvelle. Il sort avec Sofia, la fille de mon avocate, Rebecca, une femme travailleuse et honnête qui a son propre cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille. Cette fois, c'est différent, maman. Sofia m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Et comment le sais-tu? Parce que je lui ai raconté toute l'histoire avec Valérie lors de notre premier rendez-vous. Et sa réponse a été, votre mère est mon héroïne. J'espère qu'un jour je pourrai être la moitié aussi forte qu'elle. Hier soir, alors que nous dînions tous les trois, Sofia m'a dit quelque chose qui a touché mon âme. Madame Mendoza, merci de ne pas avoir abandonné, de vous être battue, de nous avoir appris que l'amour d'une mère ne consiste pas à laisser ses enfants faire ce qu'ils veulent, mais à les protéger, même d'eux-mêmes. Et ainsi, mon histoire se termine. L'histoire de comment j'ai offert un camion à 300 000 $ pour récupérer quelque chose d'inestimable. Ma dignité, ma famille, ma vie. Si cette confession a touché votre cœur, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez-la. Commentez d'où vous regardez. Dites-nous si vous avez vécu quelque chose de similaire. Et abonnez-vous pour plus d'histoires de femmes qui refusent d'être des victimes. Parce que nous avons toute une guerrière en nous. Il nous suffit de nous souvenir comment la réveiller.